c'est qu'il faut que ce soit ton projet qui parle pour toi. C'est pas toi qui vas parler pour le projet. Et ça, je le dis à tous les entrepreneurs qui confondent l'entrepreneuriat et la starmania. On ne fait pas entreprendre pas pour être star. On devient star avec ce qu'on a fait. Elon Musk aujourd'hui, c'est pas son nom que les gens ont retenu au départ, c'est Tesla, c'est PayPal, voilà. C'est ça qui a fait le nom Elon Musk. Et il faut pas confondre les deux. C'est pas le nom de l'entrepreneur qui fait l'entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'entrepreneur. Bonjour Duplex. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Une seconde fois sur Investir au pays. On est très content de te recevoir et le but pour nous c'est de voir un peu qu'est-ce que tu es devenu depuis notre première interview. Est-ce que tu peux déjà juste te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore? Merci Philippe de me donner cette occasion-là. Ça fait 4 ans, c'était en 2018, notre dernière interview. Je me souviens très bien Philippe qui démarrait dans l'aventure Investir au pays. Et je suis très content de ce que tu es devenu aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Duplex Eric Amgan. Je suis le CEO, le cofondateur de Studely. Studely qui est le premier service financier dédié aux étudiants en mobilité qui vont vers étudier en France et en Allemagne. Nous, on exerce depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Et en dehors de Studely, j'accompagne quelques startups quelquefois et je suis passionné par l'Afrique comme toi. Ben écoutez, l'interview va être très intéressante. Duplex, c'est quelqu'un de très intéressant. Déjà, j'aime bien lui dire ça parce que comme je l'ai dit en intro, Duplex, c'est ma première interview sur la chaîne. Et au début, c'était pas du tout facile de le convaincre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'avaient fait « Oh, laisse tomber ». Duplex, bon, il m'avait pas dit non, mais il m'a fait poireauter quand même avant de faire l'interview. Tu peux nous raconter, parce que du coup, au final, il a accepté de la faire. Vous pouvez la regarder sur la chaîne. C'est ma toute première interview. Elle est vraiment très bien. C'était en plus une longue interview dans ses bureaux. Donc je suis bien content qu'il soit venu ici aujourd'hui pour celle-ci. Surtout qu'entre-temps, Duplex a explosé complètement. Ce n'est plus le petit start-upper de l'époque. C'est quelqu'un qui côtoie les grands milieux maintenant et je suis très content de son aventure aussi et de sa progression. Et avec lui, on va parler de business parce que ce qui est bien Duplex, c'est que du coup, on peut vraiment parler de business, de choses techniques, de choses complexes. Ce sont des choses qu'il touche au quotidien. En intro déjà, avant qu'on ne reparle un peu de ce que tu fais, c'est quoi la différence entre une start-up et une PME? J'aime bien cette question. Merci Philippe, parce que c'est une question qu'on me pose constamment et c'est déjà à la base, ça vient tous quand on est entrepreneur, on peut choisir l'option start-up et l'option PME. Pour moi, j'appelle option parce que la base même de l'entrepreneuriat, c'est toutes les règles communes, savoir bien gérer, avoir une bonne vision, être passionné par ce qu'on fait. Donc tout ça, c'est commun. Maintenant, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'une PME, c'est des structures qui, elles, ont déjà travaillent sur un business model déjà éprouvé et qui, dès les premiers instants, donc on lance une PME, ça peut être une boulangerie et tout, on connaît déjà la rentabilité, on connaît déjà comment on peut aller chercher son client. Donc les PME sont des structures, pas petite taille peut-être comme les gens peuvent penser, mais des structures qui évoluent sur des modèles business déjà éprouvé. Je prends l'exemple d'une société de location de voitures et autres. D'ailleurs, c'est une activité, sauf erreur de ma part, que Philippe se lance. Et les startups, elles, c'est beaucoup plus différent. Ça fait plus de 6 ans, je suis intégré dans l'univers startup, autant en Europe qu'en Afrique, et du coup, toi aussi, le système startup aux États-Unis, parce que je suis très, très proche de pas mal d'entrepreneurs là-bas. Ce que j'ai compris, et ça, c'est de mon expérience, c'est des sociétés qui qui font beaucoup d'innovation, contrairement peut-être aux PME, pas pour dire que les PME n'en font pas, mais qui utilisent justement les nouveaux procédés, les nouveaux business models ou une innovation pour pouvoir présenter et créer une valeur et notamment une société qui peut être viable plus tard. Et donc, dès le démarrage de ce type de société, il ne faut pas parfois s'attendre à des chiffres d'affaires ouf. Il faut beaucoup patienter et être encore beaucoup plus passionné et chercher via certainement la technologie pour disrupter les modèles. Donc, c'est des sociétés qui viennent disrupter en général les modèles préexistants.
et qui viennent sur des bases vierges et qui peuvent construire. C'est ce que je pourrais donner comme définition. Il n'y a pas aussi, dans la notion de start-up, il n'y a pas un côté scalability qui joue, c'est-à-dire qu'une PME, alors attention, il y a des PME qui peuvent s'étendre, hein, Oui. mais par définition, je pense aussi qu'une start-up, c'est quelque chose qui a pour vocation à s'étendre rapidement. Effectivement, c'est un autre volet. D'ailleurs, merci pour cette contribution. C'est un autre volet de la start-up que j'ai pas expliqué, mais qui sont des sociétés à forte croissance. Parce que elle doit passer avec forte croissance exponentielle de 10 à 1000, de 1000 à 20 000. Pour prendre l'exemple de Facebook. Facebook a commencé avec un abonné et aujourd'hui, c'est des milliards d'abonnés. Google, par exemple, ça c'est pour les grands, mais en Afrique, on a des meilleurs exemples comme Wave. Wave qui au Sénégal, en moins de 4 ans, a dû bousculer les leaders comme Orange. Orange Money en tant qu'opérateur au mobile money. Donc, c'est une forte croissance aussi, ça c'est la caractéristique des startups. Les PME peuvent aussi avoir la croissance, mais pas autant en termes d'exponentialité de la croissance. Tu n'as pas parlé d'argent. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que l'univers de la start-up, c'est un... Parce que moi, je vois aussi que l'une des différences, c'est que tu peux lancer ta PME avec ton propre argent, en fonds propres et développer. À moins que tu t'appelles Bill Gates, tu ne peux pas lancer une start-up et tout financer tout seul. On a des modèles comme ça? Oui, on a des modèles comme ça, mais c'est très rare. Pourquoi c'est rare? Ça vient sur 2 points. Le premier point, c'est que les startups, comme je viens de le dire, c'est des sociétés en innovation qui s'appuient beaucoup sur une technologie pour faire créer des nouveaux modèles préétablis, des modèles qui n'existaient pas. Et donc, qui parle de modèles nouveaux d'innovation parle beaucoup plus de risques. Et donc, quand c'est un environnement risqué, les fondateurs, même qu'ils soient Bill Gates ou autres, préfèrent associer justement d'autres investisseurs pour pouvoir rendre exactement, pour rendre les modèles viables. Et une fois qu'il est viable, ok, on peut le scaler à une grande échelle. Et donc c'est l'une des raisons. La deuxième raison aussi, c'est que ça va te surprendre, mais même Google ne pouvait pas créer Facebook, par exemple, parce que une startup, par essence, c'est ce que j'ai compris aussi, pour disrupter un système, il faut avoir faim. La notion de famine vient du fait qu'il faut aller au plus profond de soi. Et au plus profond de soi, quand on est riche, honnêtement, on n'y va pas. On est plutôt assis à son aise, on ne peut plus innover énormément. C'est la raison pour laquelle vous regardez les grandes médias américaines, les grands Facebook et tout ça. Et ce qu'ils font, pour se rattraper, ce retard, ils rachètent des boîtes qui ont déjà établi les choses. Facebook, à l'époque, j'aime bien cette anecdote, lorsque Mark Zuckerberg a acheté WhatsApp pour 19 milliards, ce soir-là, je me suis dit, mais ce mec, c'est le plus bête au monde. Parce que je me suis dit, et 2-3 ans, quand j'ai commencé à entreprendre, dans un incubateur, on parlait de ce sujet, et moi-même, j'ai compris pourquoi il avait fait. Il avait fait, pas parce que est-ce que WhatsApp valait 19 milliards, il avait fait parce qu'il a dit, quel est le coût pour Facebook si Google achète WhatsApp? Parce que son objectif de Mark Zuckerberg, c'est d'être le leader mondial dans les réseaux sociaux. Personne ne doit le battre dans ce domaine. Donc, si Google vient me battre dedans, je peux quasiment perdre mes positions. Donc, c'était le coût d'opportunité pour lui et donc, il pouvait mettre cette valeur. D'ailleurs, pour info, Google avait proposé des montants de plus de 17 milliards de dollars pour acheter. Donc, voilà autant de stratégies qui sont faites pour les grands groupes. Et donc, il y a cette notion-là, je l'appelle famine, qu'on se comprendra si on investit au pays. Il faut vraiment avoir faim, aller au plus profond de soi parce que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de sacrifices, pas tant financiers, mais personnels pour pouvoir innover, créer. Voilà, dans ces environnements, il faut justement des personnes comme ça. Alors, je veux qu'on applique ça à toi-même. Parce que toi-même, tu es un start-upper, un vrai, pour le coup, pas juste pour le titre. Aujourd'hui, on peut le dire, hein, ta start-up. Alors, ce qui est bien aussi avec les start-up, contrairement aux PME et autres, c'est que les chiffres, on les connaît. C'est-à-dire que l'univers de start-up, c'est assez transparent quand même. On sait quelle est la valeur de Twitter, quelle est la valeur de... On connaît les valeurs. Et donc, on ne peut pas se cacher. Bien sûr. On peut se cacher en disant non, je ne sais pas, non, on sait combien tu gagnes, combien X, Y, Z. Mais avant d'en arriver là, parce que je veux qu'on parle un peu de Studely quand même, que tu as créé, d'où te venait la fin? Parce que ceux qui n'ont pas vu la première interview, il a créé Studely, il en a parlé en des termes un peu techniques tout à l'heure, très simple. Quand tu es en Afrique et que tu veux venir en Europe pour étudier, il faut que tu puisses justifier d'une capacité financière.
Aussi simple que ça. En général, on a deux possibilités. Soit tu te finances, peut-être qu'il y a une troisième, mais non, à mon époque, il y en avait deux. Soit on vient au travers, alors pour des études, hein, ici j'entends. Quand on vient, on a la possibilité de venir avec ce qu'on appelle un regroupement, excusez-moi. Comment on appelle ça là quand tu viens? Une prise en charge. Moi, j'étais venu avec une prise en charge. Exact. Chose qui n'existe plus au Cameroun entre-temps, apparemment. Moi, j'étais venu avec une prise en charge. C'est-à-dire que quelqu'un de ta famille dit qu'il va être garant financièrement pour toi pendant tes études. Et il faut qu'il démontre qu'il a la capacité financière, en plus de sa vie, de prendre en charge une personne en plus. C'est ça, non? Fondamentalement. C'est ça. Et puis, il y a maintenant une deuxième possibilité, c'est de venir via une caution. Une caution bancaire. Ouais. Qui s'appelle aussi AVI. AVI, exactement. Voilà. Et donc, cette caution-là, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta famille, parce que généralement, ce n'est pas l'étudiant, ta famille provisionne de l'argent dans un compte bancaire qui est bloqué. Et en contrepartie de cet argent-là, la banque délivre un document disant que cette famille a mis l'équivalent de telle somme. En fonction des pays, j'imagine que, voilà, cette famille a mis l'équivalent de telle somme que moi, la banque, je vais garder et que je vais débloquer au fur et à mesure, mois après mois, pour l'étudiant qui est en France ou en Allemagne, pour qu'il puisse vivre en France sans être quelqu'un qui va être à la charge de l'État, par exemple. Et donc, lui, il a eu une frustration dessus, je veux que tu nous la racontes rapidement, et qui a fait qu'aujourd'hui, derrière cette frustration, il a créé Studeli. Effectivement, je pense que Simon, c'est comme si tu étais à ma place et le fondateur. Tu connais très bien l'histoire et tu l'as résumé parfaitement. Pour compléter à ce que tu disais, effectivement, il y a de cela 12 ans, je pense en 2009, j'ai eu, en fait, comme je le dis souvent, la chance d'être admis dans une école de commerce en France. Et mes problèmes ont démarré au moment où j'ai fait la démarche pour demander le visa. Contrairement certainement à d'autres, dans ma famille, en fait, les parents nous responsabilisent plus les enfants. Et c'est moi qui devais faire toutes les démarches, même au niveau des fonds, juste demander ce qu'il fallait et mes parents devaient mettre à disposition. Lorsque je suis allé dans une banque au Cameroun, parce que j'étais ancien étudiant de l'université catholique d'Afrique centrale, j'ai fait la demande auprès de la banque de ce qu'il fallait pour faire la caution, parce que mes parents ne pouvaient pas, vivant au Cameroun et n'étant pas salariés, ne pouvaient pas faire une prise en charge pour moi. Et il s'est pourrait que la banque m'a demandé de faire un blocage d'une somme de 7 380 €. C'est la somme pour tous les étudiants, le montant au minimum doivent bloquer cela. Et comme quoi, ils devaient me reverser 615 € chaque mois à mon arrivée en France. Et pour cela, il me fallait déposer plus de 1 000 € de frais de service bancaire pour avoir cette attestation. Pour moi, c'était scandaleux parce que j'étais étudiant financier. En plus, je venais d'un master en finance à l'université. Si tu n'as pas le visa, même si tu n'as pas, on te rembourse ça ou pas? On te rembourse une partie des frais. Dans le départ des frais. Okay. Mais même si tu as le visa, pour moi, c'est toujours énorme. C'est 1 000 € parce que tu bloques mon argent. Voilà, exactement. C'est un peu, voilà. Lorsque j'en parle ici en France, c'est quand même assez aberrant pour un service bancaire en plus, qui facturait à ce prix-là. Et là n'était pas ma surprise parce que j'étais obligé, comme tout étudiant, le faire. Et une fois que je suis arrivé en France, n'ayant pas de logement, en France, donc il me fallait trouver le logement. Je me suis dit même que cette attestation pouvait être utile pour ma caution bancaire. Sauf que c'était pas le cas auprès des bailleurs, parce que les bailleurs privés regardaient comme quoi c'est une banque en Afrique, oui. Donc c'est un peu compliqué. La deuxième chose, pour ouvrir un compte bancaire, parfois on me demandait, mais il faut avoir un logement. Et pour avoir un logement, on me demandait un compte bancaire. C'était sur de chaque moment-là que je me demandais, mais finalement, dans quel système je suis passé? Et je me suis posé à ce moment-là la question de pourquoi il n'existe pas des structures assez plus souples, financières, qui proposent à résoudre cette galère des étudiants. Et bon, comme tout étudiant, j'ai pu me sortir de cette galère par les moyens. Il faut préciser quand même que tu as été un peu SDF. Parce que oui, on parle comme ça, mais effectivement, c'est vrai que c'était difficile. Ça a été difficile pour moi à ce moment-là. Grâce à l'aide de mes amis, et j'ai pu m'en sortir, mais c'était très compliqué et ça a été le cas. Si tu n'avais pas tes amis. Ben, effectivement, j'ai un ami qui est arrivé en France, qui a dû louper sa première année à cause de tous ces problèmes-là. Donc là, je peux dire 8 ans, 9 ans après, donc j'ai commencé à travailler en France. En 2015, lorsque je rentrais
Je suis allé à Charles de Gaulle chercher quelques petits frères à moi qui venaient d'arriver en France et je leur posais la question, mais comment vous avez fait pour l'AVI et tout? Ils m'ont dit que c'était pas, les frais de service étaient passés à 1 500 €. J'ai pas dormi cette nuit-là. Et donc, depuis ce soir-là, je me suis dit, j'ai pensé à mes problèmes. Je me suis dit, j'ai eu ces problèmes-là. Ces jeunes-là, grâce à moi, ils vont peut-être avoir moins de problèmes parce que je suis à côté, je suis le tonton, le grand frère. Mais je me suis dit, mais qu'en est-il de tous les étudiants en mobilité qui viennent en France? On parle là de 100 000 étudiants qui arrivent en France chaque année. On parle de 6 millions d'étudiants qui sont en mobilité dans le monde, qui ont pratiquement le même problème. Et ça, je me suis dit, il fallait trouver une solution. Bon, à l'échelle dans laquelle j'étais, je pensais plus au Cameroun. J'avais 2 choix. Le premier choix, c'était créer une association au Cameroun pour pouvoir des consommateurs, pour pouvoir lutter contre les banques. Bon, on est bien d'accord aussi, Philippe. Tu as perdu d'office. Voilà, tu es déjà perdant d'office parce que voilà, non seulement on parle d'une clientèle qui n'est plus sur le territoire, donc qui est déjà là, qui a d'autres problèmes. Deuxièmement, on se connaît trop bien nos structures là-bas. La deuxième chose, c'était d'en trouver une opportunité business. Et j'avais faim, comme on parle de l'expression de famine, parce que je voulais au-delà du financier, parce que c'était pas vraiment... Mais justement, parce que tu dis tu as faim, mais comment tu as faim? Parce que tu es cadre à l'époque chez EDF. Oui, je suis cadre à l'époque chez EDF, mais je voulais trouver une solution à ce problème. Et c'est là, parce que personnellement, je ne voulais plus que d'autres étudiants puissent le vivre. Ça paraît un peu... C'est pour ça que je dis que tu n'as pas beaucoup insisté, mais ça t'avait traumatisé. Enfin, je sais pas si c'est un traumatisme, mais ça avait été très dur, parce que là, maintenant, tu en parlais avec beaucoup d'années. Mais la première fois que tu m'as raconté, oui. Ce que je retiens là, c'est ce que tu m'as dit la première fois, il y a 4 ans. Oui, effectivement. Parce qu'à l'époque, quand tu en parlais, c'était avec beaucoup plus d'émotion. Donc, c'était vraiment difficile. Non, ça a été une chose... Et non, toute l'énergie, la hargne que j'avais, c'était de résoudre le problème. Et résoudre le problème, on est en 2015, la finance se développe, on commence à l'univers des startups, c'est encore plus en visibilité. Et donc, je suis m'associer à des personnes que je connaissais et que je connais d'ailleurs, avec qui on est toujours ensemble, pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Et la solution évidente pour nous, c'était de proposer le même service que les banques en Afrique. Voilà. Et aussi, et ça a toujours été notre cas, c'était de proposer ce service, commencer d'abord par un pays, ensuite agrandir l'expérience client dans d'autres pays en Afrique et ensuite conquérir le monde. Et ça, c'est un conseil que je donnerai aux entrepreneurs. C'est pas levé. On a dit on veut faire Studely dans le monde directement. Donc, on a commencé le Cameroun. Ça a bien marché la première année. On est allé au Mali, au Togo, et ensuite on a explosé dans 16 pays africains. Pourquoi Studely marche mieux que les histoires de banque là? Bon, j'ai un peu la réponse. Oui, bon. Déjà, j'imagine que tu es bien moins cher. Oui, bien évidemment. En termes de bénéfices clients, vu que je suis avec Studely, on est parti de notre propre expérience. En fait, et ça change tout dans le mindset de création d'un produit financier. On n'est pas parti des brainstorming, des cadres d'une banque pour pouvoir proposer un produit. On est parti de notre histoire personnelle. On s'est dit, si nous devions reprendre le chemin de la mobilité encore, qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Et c'est comme ça que Studely est en train de construire la mobilité de demain des étudiants. Et donc, en construisant, il fallait commencer par ce pas, qui est ce produit-là. Le rendre moins cher, donc 2 fois moins cher dès la première année. Les banques proposaient à 1 000 €, nous c'était à 500 €. Non, les banques étaient déjà à 1 500 dans certains pays. Oui, voilà, 1 500 dans certains pays. On a commencé à 1 500 €. Et on est à même baissé d'ailleurs cette année, on y reviendra. La deuxième chose, c'est de faire gratuitement, on se portait garant pour le logement de l'étudiant. Ça, c'est énorme. Wow. Donc ça, pour nous, aucun étudiant ne devrait souffrir de son logement. La troisième chose, c'est la simplicité dans la souscription. Parce que souscrire, non seulement payer les 1 500 €, il fallait se déplacer dans une agence bancaire et remplir des dizaines de papiers. Pour nous, c'était juste... Voilà, attendre. Chez nous, en 24 heures, 48 heures, c'est possible de l'avoir. Et c'est juste un formulaire en ligne, un contrat signé, et c'est tout. Excellent. Et donc là, on est parti comme ça, et ça a eu un carton.
On est parti. La dernière fois que tu as fait une interview, on était passé de 0 à 200 000 euros. C'était à ce moment-là en 2018, ou même 2017, là. Ouais. Et là, on est à plus de 2 millions d'euros aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai start-upper, tu vois. C'est pas le start-upper du quartier. Voilà, en gros, c'est qu'on a réussi à réaliser. On a plus de 10 000 clients qui sont passés par nous. Excellent, des belles histoires. Des très belles histoires. Voilà, on est suivi par les réseaux sociaux par plus de 350 000 personnes. Excellent. Quand même, donc, notre marque, elle est très forte. Aujourd'hui, quand on parle de mobilité vers la France, en tout cas, tout le monde nous connaît. Et d'ailleurs, j'en profite de l'audience que tu m'accordes là, de parler du fait que Studeli, ce n'est plus que comme pays d'accueil la France, c'est aussi l'Allemagne. Et ce sera d'ici cet été, donc d'ici fin août, la Belgique plus l'Italie. Donc, n'hésitez pas, chers étudiants, à passer par nos solutions. Chers parents aussi. Chers parents. Mais du coup, Duplex, c'est une très belle histoire que tu es en train d'écrire. J'ai juste besoin d'entrer un peu plus techniquement dans le mécanisme. Comment tu fais pour te substituer à une banque? Je veux que tu développes ça. Pourquoi? Parce que parfois, tu vois, on peut être conscient d'un problème et on se dit, ouais, mais je peux pas aller rivaliser avec une banque. Je veux dire, tu as la Société Générale, tu as la BICIC, tu as les grosses banques au pays. Toi, tu es un individu lambda. Comment tu fais pour te dire que je vais rivaliser avec eux, alors que tu n'as pas créé une banque à cette époque-là? Bien sûr, à cette époque-là, et même maintenant, on entrera dans les détails techniques, mais je me permets, hein, ça c'est des éléments qui sont plus, on peut dire, entre guillemets, un peu plus simples en Europe parce qu'on a démocratisé beaucoup de services. Avec la start-up et la distribution, beaucoup de services, si vous avez remarqué dans l'univers de la finance, ont été disruptés. Aujourd'hui, tu peux compter le nombre de jours où tu es allé voir ton conseiller bancaire. Je suis sûr que... Parce que très rare. Et pourtant, avant, c'était quasiment obligatoire. Dans les startups, avec leur innovation... Voilà, exactement. Donc j'ai utilisé les mêmes canaux. En fait, tous les startups qui ont créé des produits similaires ne sont pas venus créer une banque. Ils ont pris une partie de ce que les banques faisaient mal pour mieux le faire. Et les banques, même, parfois, les ont rachetés. Ça, c'est en général le parcours. Et pour pouvoir attraper rapidement ce retard technologique. Et c'était ça. Et le jeune qui est à Douala ou qui est à Dakar et tout, je l'encourage à se dire, comme Jumbo, il y a une start-up africaine là qui a créé une néobanque à Abidjan. Aller de se dire, voilà, je peux même proposer des deals avec des banques. Ouais. Ça existe. De dire, moi, je trouve que vous faites ça mal. Moi, j'ai un service. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous branchez votre, comment on appelle ça, votre interface bancaire là derrière. Et moi, j'ai ma banque derrière. Ça, c'est possible. Il ne faut pas se dire, rien n'est impossible. C'est ce que j'ai fait et ce que j'encourage les autres à faire. Et voilà, c'est ça. Excellent. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, tu es dans combien de pays? Je suis dans plus de 16 pays. À l'époque, tu étais dans 6. C'est quoi, tu allais faire 7 pays? Oui, voilà, je les ai fait la même année et après, je suis dans 16 pays. Mais par contre, je ne dis même plus que je suis dans 16 pays. Je dis, je suis dans 16 pays physiquement avec des bureaux et mon service est délivré dans tous les pays dans le monde. Aujourd'hui, j'ai plus de 20% de ma clientèle qui sont hors Afrique. Et mon objectif, et l'objectif de Studeli, justement, c'est dès l'année prochaine de faire plus de 60% de son chiffre d'affaires hors Afrique. Parce que nous, on est les Indiens, les Chinois, ils passent tous par mes services aujourd'hui. Aujourd'hui, tout étudiant, ça c'est mon obsession, comme vision. Les Indiens, les Chinois prennent déjà chez toi? Ils prennent chez moi mes services, effectivement. Ouais, voilà, moi, mais bien sûr, bien évidemment. Voilà, c'est ça qu'il faut se mettre comme mindset, et ça a toujours été mon cas. Et nous, on ne se cache pas, on est leader en France. Notre objectif dans les 3 prochaines années, 2025, d'être leader en Europe et peut-être en 2030, fameux 2035, être leader mondial à l'émergence. Mais ce sera ce leader mondial. Est-ce qu'il y a encore de la place pour mettre l'argent chez toi? C'est trop cher maintenant. J'aurais dû mettre des billets il y a quelques années. Là, non, ça prend de la valeur, bien évidemment, comme un terrain, comme toute chose. Et bien évidemment, on accueille. Tu communiques dessus? En général, mais pour une exclue, pour Philippe, je communique. Là, je suis à plus de 10 millions d'euros de valo, Studeli aujourd'hui. Donc, ça, c'est... Et tes parts dedans? Mes parts, je préfère... Il y a des limites. Tu dois faire le calcul. Ton téléphone va sonner tout à l'heure. Mais mon fils, tu as dit que... Non, mais bon,
je ne me plains pas et c'est dur. Moi, j'encourage tous les entrepreneurs. Ça fait aussi partie du résultat du labeur. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais tu m'en avais parlé la dernière fois, tu as commencé à te payer au bout de combien d'années? Parce que les gens, enfin, là maintenant tu vois, l'histoire est belle. Oui, voilà. Mais c'était pas ça la réalité au début. C'est pas ça. J'ai commencé à toucher chez Pôle emploi. C'est le premier employeur de France. Donc, j'ai commencé j'ai démissionné en 2016, rupture conventionnelle, et j'ai commencé à me toucher en 2019. Donc, 3 ans après. 3 ans après. C'est pas mal, c'est la première employeur de France. Oui, voilà, c'est ça pour l'emploi. Bon, on achète chance en France. Ça, c'est une grosse chance en France. C'est une énorme chance. Pour moi, celui qui ne prend pas le risque et qui a un vrai projet, qui a envie de le faire et qui ne prend pas le risque, il ne le prendra jamais quand il est en France. Honnêtement. Parce qu'en France, en fait, quand tu travailles, tu peux te mettre au chômage. Enfin, tu t'entends avec ton entreprise et tu te mets au chômage et Pôle emploi, l'État, te paye. Voilà. Alors, c'est ce que tu as cotisé, c'est vrai, mais l'État te paye. Dans les autres pays, tu cotises aussi. Hein. Moi, on ne te le rembourse pas. Donc là, pour le coup, l'État te rembourse pendant au moins 2 ans. Pendant 2 ans. Pour te permettre de vraiment démarrer ton truc. Donc, ça m'a permis de ne pas pouvoir... Arrêter à la rue, quoi. Voilà, exactement. Et s'il te plaît, on parle de 65% à 70% de son salaire quand on travaille. Donc, ça, c'est très bien. Et en plus, maintenant, tu peux être à 100% dans ton projet, ce qui est indispensable quand on veut lancer une machine comme ça. Voilà, exactement. Donc, comment tu fais pour avoir des gens comme Anne Levergeon dans ton board? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Anne Levergeon, c'est quelqu'un qui est très connu, hein, c'est l'ancienne PDG d'Areva, s'il vous plaît. Donc, c'est quelqu'un qui... Effectivement, comment je fais? Eh bien, j'ai la chance d'avoir autour de moi des bons conseils. Je travaille actuellement avec un leveur de fonds que je recommande énormément. Il s'appelle Christian Camaillou. Il est très introduit dans l'univers. Christian, tu sais que c'est pareil que toi au début, quand je lançais, j'ai cherché à faire une interview avec lui. Ah ouais. Il m'a dribblé. Là, il va. Christian, s'il te plaît, viens nous faire une interview. Il est très bon, Christian. Non, il est très, très bon, Christian. Franchement, il œuvre. Je pense que 80% de ses actions sont faites pour les startups africaines. On partage ensemble la même vision, c'est-à-dire celle de voir les startups africaines émerger. Et donc, il m'a filé un coup de main parce que déjà, à la base, il avait créé une boîte qui fait toujours dans l'univers étudiant, pour les prêts et tout, en France. Et ça a bien marché. Il a revendu cette boîte après. Et donc, les connaissances qu'il a, il m'accompagne aussi énormément. Donc, c'est lui, par son réseau, et il m'a fait passer des entretiens auprès de Anne Levergeon, qui a été intéressée par ce que nous faisions. Et on est très content de l'avoir dans notre board. C'est pas juste parce que c'est le nom de Anne Levergeon. Anne Levergeon dans le board, qu'est-ce que ça change pour Studeli? Bon, ça apporte 3 choses concrètement, 3 points. Le premier, ça renforce encore plus notre crédibilité. Donc, on va auprès des investisseurs. Le fait de sa signature, ça nous apporte énormément. Deuxièmement, c'est pas juste le nom derrière Anne Levergeon, peut-être parce qu'elle pourra suivre cette vidéo aussi. C'est aussi son expérience dans ce que nous faisons. Ça va te surprendre, mais elle est du board de American Express. Donc on parle de paiement, de compte de paiement, de banque et tout. Donc, elle s'y connaît dans le secteur. Donc, en termes de vision stratégique, elle apporte de la valeur à ce que nous faisons. Donc, elle nous permet d'éviter de commettre certaines erreurs qu'on peut commettre. Ça, c'est le troisième, bien évidemment. Nous sommes dans un domaine où le réseau est très, très important. Donc, le numéro de téléphone de tout le monde. Moi, je ne dirais pas le numéro de téléphone, parce qu'il ne pas dire. Elle peut atteindre tout le monde. Voilà, effectivement, non. Mais elle nous aide énormément depuis son entrée. Pourquoi tu as besoin du réseau? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Pourquoi tu as besoin du réseau? Tous les business, la plupart ont besoin du réseau. Parce que le réseau permet de prendre des raccourcis, d'aller plus vite. Et moi, particulièrement, parce que je suis dans un domaine qui est très sensible à l'éducation, l'argent, et troisièmement, qui touche à la politique étrangère d'un pays comme la France, comme l'Allemagne. Et donc, il faut que Studeli soit répertorié au ministère des Affaires étrangères français, d'allemand et tout. On est bien d'accord, j'ai grandi à Douala. Voilà, donc je ne connais pas le ministre personnellement. Il faut qu'il soit dans ces petits papiers. Et bon,
d'avoir ce genre de personnes, ça peut t'aider aussi. Même si c'est pas tout ça qui fait son travail, mais ça peut aider. Voilà. Non, mais c'est important. Je voudrais qu'on fasse cette partie parce que, en fait, on s'en rend pas compte, mais la réussite d'un projet, c'est pas que toi, quoi. C'est l'équipe d'abord avec laquelle tu travailles. Et bien évidemment. Mais c'est aussi les investisseurs. Et un investisseur, c'est pas toujours que l'argent. Parfois, même, il y a mieux que l'argent, en réalité. Je trouve même. Au début, surtout des projets. Ça te permet de, moi, ma fameuse théorie des raccourcis. Franchement, si tu dois prendre si on doit prendre 10 ans pour faire une chose et que tu peux prendre 1 an pour le faire, ben, tu gagnes en temps. Énorme. Alors, avant de sortir cette interview, tu m'as dit la dernière fois, et j'étais très content de ça, Studely grandit, non plus simplement en nombre de pays, tu nous as expliqué comment tu te développes, mais en service, si je peux dire ça comme ça. Et là, maintenant, vous avez frappé très, très, très fort. Tu vas marcher dans la cour des grands, là. Qu'est-ce que vous faites maintenant chez Studely? Oui, Studely. Qui est très récent, d'ailleurs. Très récent, justement. C'est l'exclu pour Philippe Simon. La page investie au pays. En fait, Studely lance ce qu'on appelle la néobanque, la première néobanque pour les étudiants en mobilité internationale. Concrètement, c'est quoi? On permet à te bancariser tous les étudiants qui souhaitent, je dis bien qui souhaitent venir en France ou en Allemagne pour étudier. Donc, lorsqu'un étudiant est encore dans son campus à Douala, à Dakar, à Abidjan, et qu'il a entamé les démarches Campus France, il peut dès maintenant, même dès la rentrée octobre, ou dès maintenant, télécharger l'application Studely sur Android et très bientôt sur Apple Store également, et pouvoir approvisionner son compte pour payer la compte de scolarité pour obtenir son admission auprès d'une école. Ça, c'est la première chose qu'il peut faire. Et ça, il ne pouvait pas le faire avant. Ça, il faut qu'on le rappelle bien. La deuxième chose qu'il peut faire aussi, c'est payer, toujours dans ce sens-là, son logement et payer tous les services liés à sa mobilité, notamment l'assurance et tout, en France, étant encore là. Il peut déjà utiliser un compte bancaire français étant encore dans son pays. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est aussi le cas des étudiants de la diaspora qui sont en France ou en Allemagne. Ils peuvent aussi déjà télécharger cette application pour l'utiliser pour leurs besoins quotidiens, comme une banque classiquement. Qu'est-ce que nous, on apporte comparé à d'autres banques? La première des choses, on est l'une des premières banques transfrontalières, c'est-à-dire qu'on cherche des corridors, on permet à un étudiant en France de faire approvisionner son compte bancaire en Afrique par ses parents. Donc, le papa peut déposer de l'argent à Dakar sur le compte bancaire de Studely en local et 10 minutes après, son compte bancaire est déjà approvisionné en France. Ça n'existe pas. La deuxième chose aussi... La troisième même déjà. Ouais. La troisième, autant pour moi, c'est qu'on permet à des étudiants, grâce à des offres assez fortes, ce qu'on appelle chez nous le club Studely. En gros, tu rentres dans une sorte de conciergerie dédiée à la problématique des étudiants étrangers. Aujourd'hui, on a des contacts et des contrats avec des cabinets d'avocats, des sociétés de cabinets de RH et des associations qui peuvent et gratuitement aider un étudiant sur ces problématiques. Tant de changements de statut, tant de recherche de stage, tant de recherche d'emploi, tant de recherche de job. Donc, il suffirait juste d'aller sur notre application et de dire « je cherche à voir ceci ». Et là, quelques semaines après, voire quelques jours, tu peux avoir un rendez-vous avec un cabinet expert dans ce que tu souhaites, notamment si c'est par exemple changer son statut. On sait très bien la galère là. Voilà, il peut avoir 1 heure avec toi pour cela. Il peut aussi avoir 1 heure gratuite avec toi, ce cabinet d'avocat, pour éventuellement, j'ai eu un refus de visa, j'ai tel souci, je souhaite vraiment une expertise. Donc ça, c'est le club, le fameux club Studely que nous on crée derrière. Donc je lance un appel à toutes les personnes de la diaspora, à tous les étudiants encore dans leur pays. N'hésitez pas à télécharger l'application Studely. Allez-y et vous aurez directement, sans être présent en France ou même étant présent en France ou en Allemagne, l'accès à tous ces services-là que certainement on décrira à la fin de cette vidéo. Non, mais c'est excellent, excellent. Donc, je pense que le message et l'appel est très clair. Si vous êtes étudiant en France maintenant, je pense que c'est clairement la néobanque qu'il faut avoir. Elle ne vous empêche pas d'avoir les autres, mais c'est clairement la néobanque qu'il faut avoir. Et puis, si vous êtes au pays ou si vous avez des frères, des sœurs, de la famille, des amis au pays et qui ambitionnent de voyager, clairement qu'ils prennent l'application.
L'interview explique à loisir pourquoi est-ce que c'est super important. Tu vas dépenser moins d'argent, mais mieux encore, avec cette application-là, tu vas pouvoir anticiper sur tous les problèmes que tu pourrais éventuellement avoir. Et mieux, si jamais un problème survient, tu sais que tu as dans cette application différentes solutions qui vont te permettre de trouver une réponse, jusqu'à des avocats qui vont être disponibles pour toi en France. Et ça, tu vois, on crée ce genre de solution parce qu'on est passé par là. Moi, il est passé par là. Et il a bien vu jusqu'où le problème était profond. Et donc, dans sa solution, il a fait un truc par itération. Ça, c'est très bien aussi. Et ça, c'est ce qui est bien, finalement, avec l'entrepreneuriat, c'est que... Et c'est avec toi que je discutais de ça, en plus il y a 4 ans. C'est qu'il y a souvent, et bien souvent, un décalage entre l'idée que tu as dans ta tête au début et la solution, et le product market fit. Oui, le truc que le marché accepte. Oui. Et je suis pas sûr qu'au début, quand tu pensais à ce délit, tu pensais à une néobanque. Bientôt, en 4 ans, je t'ai pas parlé de néobanque. Je ne savais pas. Aujourd'hui, tu y es. Et demain, tu vois. Bon, là, je ne sais pas ce que demain. Bon, après, il y aura d'autres personnes qui vont innover dedans. Mais c'est ça la chose incroyable dans l'entrepreneuriat. Et c'est très bien. Excuse-moi de dire ça, mais c'est très bien que ce soit fait par un Africain. C'est super bien que ce soit fait par un Africain. Parce que, et on peut le dire, hein, il faut se décomplexer. Il faut se décomplexer par rapport à l'entrepreneuriat. La réussite n'est pas blanche. La réussite n'est pas asiatique. La réussite n'a pas de couleur en réalité. Et c'est Cheikh Anta Diop qui disait ça. La science n'a pas de couleur. Il faut se décomplexer. Des histoires comme la sienne, j'aimerais bien qu'on puisse en écrire beaucoup. Des gens qui viennent et qui résolvent des problèmes. Tout à l'heure, on a parlé de la Chine, on en a rigolé un tout petit peu. Mais vous savez à quel point ça me choque que même quand on veut manger africain, on va dans des boutiques chinoises. Ça me choque. Ce genre de petites choses, mais qui traduisent aussi le fait que nous-mêmes, on ait abandonné des parts de marché qui nous étaient naturellement dédiées. Ça fait sens que ce soit un Africain qui pense à résoudre ce type de problème. Clairement, il ne faut pas en avoir honte ou être complexé par rapport à ça. Et ça ne gêne personne de dire ça. Et je crois que ce qu'il fait doit pouvoir inspirer beaucoup d'autres jeunes. J'ai reçu ici, je ne sais pas si tu le connais, Yvan, qui fait le bis, alors comment il appelle ça? Ah, le bisap. Il fait du bisap, mais non, c'est pas, il a, non. C'est le bis, alors il va se fâcher en plus, en disant que je connais plus bien son nom. Mais pareil, voilà un gars qui a fait Central, tu vois, et le parcours du Centralien de base, c'est d'aller dans une boîte, faire de la finance et autres. Et il s'est dit non, il y a du bisap à faire. Oui, exact. Tu vois, et il a dedans, aujourd'hui, il est distribué dans tous les grands centres. Et ça, c'est bien, quoi. Et ça, c'est bien. Et moi, je dis, il faut qu'on ait davantage de jeunes, d'étudiants qui bravent ce genre de choses et qui se disent, mais il y a tel truc qui ne se fait pas, il y a tel problème qu'on rencontre, il y a tel truc que les Chinois font bien, que les Japonais font bien, que les Mexicains font bien, pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi? Et moi, je suis franchement très content de ta croissance. Je suis très content, si tu me permets. Vas-y. Tu es assez modeste quand tu parles comme ça, Philippe, parce que là, c'est moi l'intervieweur maintenant. Je me souviens de Philippe il y a 4 ans. Philippe qui m'a cherché à m'avoir en interview, d'ailleurs, que je détestais faire des interviews. C'est vrai. Je n'étais pas à l'aise en interview et j'avais plutôt une maxime, et celle que je respecte toujours, c'est qu'il faut que ce soit ton projet qui parle pour toi. C'est pas toi qui vas parler pour le projet. Et ça, je le dis à tous les entrepreneurs qui confondent l'entrepreneuriat et la starmania. On ne fait pas entreprendre pas pour être star. On devient star avec ce qu'on a fait. Elon Musk, aujourd'hui, c'est pas son nom que les gens ont retenu au départ, c'est Tesla, c'est PayPal, voilà. C'est ça qui a fait le nom Elon Musk. Et il faut pas confondre les deux. C'est pas le nom de l'entrepreneur qui fait l'entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'entrepreneur. C'est vraiment ça. Et quand on parle d'investir au pays, les gens retiennent maintenant Philippe Simon. C'est investir au pays qui a fait ton nom aujourd'hui. Et je me souviens, à 4 ans, comme je le disais, tu m'as cherché dans tout Paris, tu m'as envoyé des messages, je dis OK. Et tu es venu et je t'ai posé une seule question. Je me souviens de cette réponse. Je pense qu'elle existe peut-être dans la vidéo. Tu m'as dit, je dis, mais Philippe, pourquoi tu veux faire ce que tu es en train de faire? Tu m'as dit, quand tu ouvres YouTube, et je me rappelle, et les réseaux sociaux, tu vois, quand on voit les Noirs quelque part, on parle de comédie, de petits films, de machin, donc des trucs qui sont loin du business, loin de l'entrepreneuriat, loin de beaucoup de choses que aujourd'hui tu promeus. Et tu te dis, mais pourquoi nous, Africains, on se désintéresse de ça? Et tu te dis, bon, moi, Philippe Simon, je veux chercher à apporter ça à la diaspora. Et moi, je t'ai dit, ah,
génial. J'ai vu tes yeux briller. J'ai dit, franchement, gars, fonce, je suis à 100% avec toi. Je suis à 100%. Et un an après, bon, chacun a ses occupations. Je tombe dans un groupe WhatsApp et on m'envoie une vidéo de Philippe Simon. D'ailleurs, je dis, mais c'est pas Philippe qui m'avait interviewé là. Je vais voir le nombre de vidéos de vues. J'ai dit, waouh, c'est génial. Je t'ai envoyé un petit message à l'époque. J'ai dit, bah, Philippe, franchement, bravo. Et je suis content de voir que ce que tu réalises aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les haters, ça arrive. Moi, je dis bravo aux haters et merci parce que c'est grâce à vous qu'on s'améliore. Il faut leur dire aussi merci. Voilà, c'est ça. Il nous faut une Afrique qui ait cette vision-là. Il faut que nous, Africains, on prenne conscience. Je fais partie des gens, ça va un peu surprendre, mais tous les jours, quand je pense à quelque chose, à une solution, quand j'ai un problème en Afrique, je pense à une solution. Et cette solution, ça peut être tomber sur du business et du coup, j'en parle aux gens et s'ils peuvent le faire, ils le font. Donc, c'est comme ça que nous devons faire. Et ça, ce serait très, très, très important. Je chute rapidement en parlant d'une solution que je me permets de mettre au grand jour. Je pense que l'entrepreneur, je t'ai présenté cet entrepreneur et je pense que bientôt, j'espère que tu vas l'interviewer. Il s'agit de la société Find Me. Find Me, franchement, pour moi, c'est une société géniale. Elle est en train d'apporter une solution géniale pour l'Afrique. En gros, en quelques mots, elle permet à tout Africain en Afrique d'avoir une adresse sur le modèle international, notamment un numéro de maison, un nom de rue, un code postal, plus une ville. Avec ça, on aura fini tous les problèmes d'adressage, de position et tout. Derrière le manguier. Voilà, donc c'est troisième maison après le manguier. Et encore fier que ce soit des Africains qui ont pu trouver cette solution. Cet entrepreneur, ils sont deux, Brandon Wangep et Romaric, qui est le CTO de la société. Excellent. On promeut ce genre de choses. Moi, j'accompagne justement, je mets un peu d'énergie quand je peux. Tu es en train de soulever les jeunes. Voilà, je suis aussi jeune. Non, mais franchement, moi, je suis très fan de ce que tu fais. Voilà. Et bon, après, il n'y a pas assez de temps, mais comme je t'avais dit, moi, j'aurais aimé qu'on discute davantage parce que tu sais tellement de choses, tu ne t'en rends pas compte parce que tu es dedans, mais l'univers des startups, c'est un univers qui est totalement inconnu et opaque. Non, on va ouvrir le Pandore, la boîte de Pandore. Il faut qu'on ouvre cette boîte de Pandore. Et du coup, ça laisse libre quoi, beaucoup de charlatanisme. Non, oui. Tu vois, peut-être un peu. Comment tu trouves justement le développement, le déploiement? Il y a de très belles choses, il faut dire, en startup. Tu as parlé de 2-3 succès déjà tout à l'heure, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi beaucoup de confusion, beaucoup de charlatanisme, beaucoup de starmania. Oui. Vise aussi peut-être un peu à l'image, oui, c'est ça malheureusement. Hein, c'est moi-même quand j'ai commencé, moi ce que je disais, j'ai essayé de voir certains entrepreneurs, et en tant que frère, je leur donnais des conseils parce que ils confondent, nous, c'est un jeune en Afrique, confondent la starmania, c'est-à-dire le fait de dire je suis CEO et cofondateur. Ça, c'est bien de le dire, mais derrière, ils couraient derrière les micros, c'est pas derrière les micros pour pouvoir gagner la notoriété. C'est pas ça qui est important au départ. C'est d'abord le projet. Est-ce que ça sert mon projet? C'est ça. Et maintenant, dans l'univers startup, je trouve que c'est vrai qu'il y a, comme partout, il y a du mauvais, il y a du bon en Afrique. Et je trouve qu'il commence à avoir plus de bons. Plus de bons, je prends les exemples, même si tu me diras, c'est pas des Africains véritablement, mais quand je vois le petit wave, ce qu'ils sont en train de faire à Orange, pour ne pas te mentir, je suis très content, ça fait plaisir. Et voilà, c'est qui viennent bousculer des mastodontes comme ça. Et ça, j'ai envie que chaque Africain se pose la question, comment je peux faire pour bousculer les mastodontes? Au Cameroun, je suis fier de le dire, Studeli, c'est le leader, on est devant Afriland, devant Société Générale. Et ça, en 2 ans d'exercice. Donc, après la 2e année, on était leader. Donc, ça montre qu'il y a de la place à prendre. Ne nous disons pas que, voilà, ils ont plus de moyens que nous, non. Il y a de la place et il faut aller sur des points, comme je l'avais dit la première vidéo, à rêver, ça part par là, exécuter. Voilà, et ensuite monter tout ce qu'il faut monter par rapport à ça et accepter tous ces sacrifices parce que c'est aussi des sacrifices. C'est là où je peux payer une petite pique à Philippe Simon parce que tout n'est pas positif. Et c'est que dans son univers, tu es obligé de vendre l'entrepreneuriat, tu es obligé de créer, je ne sais pas si je le comprends mal, mais dans l'univers que tu vends souvent, les gens comprennent parfois comme quoi le salarié est mauvais.
Peut-être Non, c'est un j'ai truc jamais qu'il dit faudrait... ça. Maintenant, c'est un truc qu'il faudrait bien clarifier. Parce qu'à chaque fois qu'on vient me voir, tout le monde dit, mais Simone dit que nous, on est... Voilà, exactement. Non, c'est important que je profite de cette interview. J'espère que tu vas pas le couper, cette partie-ci. Non, je profite... Non, il faut... Non, effectivement. Parce que toutes les personnes qui parlent de l'entrepreneur, oui, effectivement, toutes les personnes qui parlent de l'entrepreneur, pour moi, c'est très, très important. Il y en a des salariés dans l'entreprise. Voilà. Toutes les personnes qui parlent d'entrepreneuriat, je sais que c'est le fonds de commerce d'encourager parce qu'il faut vendre des formations, parce qu'il faut vendre ceci. Il faut bien comprendre, on n'entreprend pas. Et ça, je ne sais pas si c'est les mêmes règles que tu partages, mais l'une des premières règles dont on parle souvent dans l'entrepreneuriat, pour dire qu'en termes d'avantages, c'est tu es ton propre patron, tu es libre. Écoutez, c'est pas du tout ce que j'ai découvert en fait. C'est pas du tout. Franchement, c'est loin de là. Honnêtement, si j'ai 100 salariés, j'ai 100 patrons. Parce que tous les jours, je dois réfléchir comment ils sont staffés. Tous les jours, je dois revenir sur le travail parfois. Et ça, c'est épuisant. Donc, ça veut dire que j'ai une obligation même au-delà de financier, moral par rapport à ça. Deuxième truc, tu es libre, tu peux organiser ton temps. J'aimerais bien être libre. Je trouve que quand j'étais salarié, j'étais plus libre parce que je pouvais planifier mes vacances. Aujourd'hui, quand je planifie mes vacances, d'ailleurs, il faut déjà les planifier, il faut déjà les avoir. Et je suis toujours avec mon téléphone pour répondre à des urgences. Et ça, je ne l'avais pas, en fait, quand j'étais entrepreneur. C'est pas pour dire aux salariés ou bien aux entrepreneurs, c'est mauvais d'être entrepreneur. C'est pour, et ça, je t'encouragerais, Simon, peut-être à revenir sur ces éléments, parce que c'est les éléments que tu en as parlé au début, pour bien préciser les choses, pour que les gens s'engagent dans ces aventures en âme et conscience. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un ancien de mon université catholique, qui a créé 2 entreprises, donc il a quitté son emploi, il a créé 2 entreprises, là il me demandait, il a envoyé son CV pour que je le recrute, et on en parlait, on rigolait, il me disait, wow, c'est un peu chaud, j'ai vu dans les vidéos, tout le monde me disait que l'entrepreneur, je lui ai dit, bon, écoute, voilà, tu aurais mieux réfléchi là-dessus, donc j'interpelle les salariés pour ne pas être frustrés. Le salariat, pour moi, je résume tout ça à le bonheur, à l'utilité. Donc ça, c'est mes valeurs que je partage. En fait, moi, chaque matin, quand je me lève, est-ce que je suis utile même étant employé? Est-ce que tout ce que je fais, je kiffe? Il y a ça comme bonheur aussi dans la vie. Ça rend heureux. Après, si c'est parce que tu dois être entrepreneur, même si tu échoues, ben, tu y vas toujours, tu vois. Donc, c'est très complexe. C'est un sujet assez gros, mais le sujet de l'entrepreneuriat salarié, il faut vraiment bien le mettre. Il ne faut pas dire que l'autre est meilleur que l'autre. Moi, je ne veux pas opposer les deux. Moi, je trouve qu'il y a des salariés chez moi qui sont des entrepreneurs. Donc, c'est des personnes à qui je n'ai plus besoin d'être derrière. Quand je dis, voilà la stratégie où on va, ils exécutent jusqu'à la fin. Et je reviens à la fin, je dis, regarde juste le résultat. Ça, c'est des entrepreneurs. Et pour ces gens-là, moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je fais? J'essaye de tout faire pour les inciter dans l'actionnariat de ma boîte. Et c'est ce que j'ai déjà fait, on en avait parlé dans le truc. Donc, c'est important, ce concept-là d'impôt. Je suis absolument pas contre. Hein. Ouais. Comme j'aime souvent dire, ma chaîne, c'est une chaîne qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat, pas le salariat. Bien sûr. Il y a déjà beaucoup de salariés et pas assez d'entrepreneurs. Bien évidemment. Donc forcément, dans ma démarche, je vais avoir tendance à valoriser l'entrepreneuriat pour que les salariés sachent qu'il y a un autre monde qui existe en dehors du salariat pour l'entrepreneuriat. Mais quand c'est nécessaire, je dis toujours que il y a très peu d'entrepreneurs qui sont devenus entrepreneurs sans avoir été salariés auparavant. Et le salariat te permet d'avoir de l'expérience. Je veux dire, ça te permet de savoir. Parce que sorti d'école, on te demande de créer une boîte. Il n'y a rien de plus différent que l'école et devenir chef d'entreprise. Donc non, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Par contre, je dis, si tu veux devenir entrepreneur, parce que ça, c'est un problème. Tu vois, c'est des gens qui disent, depuis 10 ans, je veux lancer un projet. Et ils ne lancent jamais. C'est un peu comme nos parents qui font depuis 40 ans qui disent que je vais rentrer au pays. Et donc, c'est à ce moment-là que je joue un peu le côté boum. Il faut que tu sortes, il faut que tu te bouges, il faut que tu te lances. Bien évidemment, mais jamais sans avoir garanti Césarien, jamais sans avoir eu l'épargne qui va bien, jamais sans avoir testé ton idée avant, jamais sans avoir eu tes premiers clients. Non, je ne dis pas aux gens de démissionner. Non, en tout cas, c'est ce que dans l'ambiance on dit, mais après, voilà. Parce qu'il faut que les gens, même toi-même, tu puisses faire une vidéo un jour pour dire
comment Philippe Simon a construit Investir au pays. Parce que les gens se disent parfois, quand ils sortent du salaire, ok, je vais devenir comme Philippe Simon le premier jour. Non, mais non. Si on vous dit ce que Philippe Simon a enduré dès les débuts, mais je pense que personne ne viendra plus de le faire. Tu sais, il y a deux choses, je pense. La première, c'est... Après, je sais pas ce que tu en penses, mais en psychologie, on dit que quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, oui. Tu n'as pas intérêt. C'est un peu comme si une maman, une femme qui veut avoir un enfant. Ouais. Tu commences à lui parler des difficultés des 9 mois de grossesse, des nausées, des vomissements, de comment est-ce que ce sont des réalités. Bien sûr. Mais si tu mets ça en avant, ça peut décourager quelqu'un de l'envie d'avoir un bébé. Bon, après, ça dépend de l'école. Mais je suis d'accord que il faut en parler. Mais je pense qu'il faut en parler. Donc, c'est un peu comme si... C'est la même chose, le même narratif par rapport à l'Afrique. Oui. Si tu racontes l'histoire de l'Afrique en disant « Oh, l'Afrique, c'est la pauvreté, c'est la guerre, c'est la corruption, c'est le ceci », les gens ne veulent pas y aller. Bien, moi, ce que je dirais, et pour compléter ton narratif, c'est de dire... je promeus, comme tu as dit, l'entrepreneuriat, ça c'est excellent. Malgré le fait que je promeus l'entrepreneuriat, je vous dis, voilà les points assez risqués et tout ça, mais c'est pas parce qu'il y a un risque qu'il y a un... Et je suis là, moi, Philippe Simon, ou bien il y a d'autres personnes qui sont là pour donner le chemin, pour te proposer les chemins, pour éviter tous ces pièges-là. Et c'est là où tu as un boulevard avec ce que tu fais, parce que grâce à toi, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé. Moi, j'ai un mentor que je discute souvent avec lui, je te parle de lui. Moi, j'ai même pas eu besoin de le voir, mais c'est quelqu'un qui a construit ma pensée, il s'appelle Oussama Hamar. Et aller suivre ses vidéos, c'est excellent. Moi, j'ai vu plus de 50 vidéos d'Oussama Hamar. Et comment définir un pricing? C'est chez lui que j'ai appris ça. Et tant il n'a même pas dit quel est le pricing qu'il fallait mettre, mais il m'a donné juste l'esprit. Et c'est là où Philippe Simon, et ce que tu fais même déjà ça, comment créer un poulailler, je te vois souvent des vidéos comme ça, c'est meilleur, ça c'est le meilleur exemple que tu fais. Donc tu montres déjà le chemin. Et c'est pour ça que je dis qu'en montrant le chemin, tu peux même dire tous les problèmes. Souvent, tu te lèves, tu dis, ah oui, il y a tel qui m'a escroqué et tout. C'est ça le chemin. Et la personne dit, ah ouais, tiens, Philippe, tu m'auras rencontré ça. Ok, comment fut ça? Parce que dans tes vidéos, c'est ce qui est encore excellent. Désolé de faire la promotion de Philippe dans sa chaîne. Et il dit tout que non, prochainement, plutôt faites comme ça, faites comme ça. Voilà, c'est ça la démarche. Et moi, c'est pareil quand je rencontre des jeunes entrepreneurs. La première chose que je leur dis, non, moi, il y a 5 ans, j'ai eu telle erreur. Écoute, ne passe pas par là, fais comme ça, fais ci. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, en promotant ça, je fais partie des gens qui pensent que la philosophie, c'est aussi de dire, mais les gars, c'est bien beau de voir Duplex assis, d'avoir une boîte valorisée tant, mais il y a eu tel chemin, il y avait telle épine du pied et tout ça. Il est passé par là. Et comment passer par là? C'est ça le chemin que je demande. Et Philippe, tu es bien. Ce sera le thème de notre prochaine interview. Exactement. Tu nous parleras de tes difficultés de challenge. Bien évidemment. N'oubliez pas de télécharger l'application. On la trouve Android. Et bientôt, dans 2 semaines, d'ici avant mi-juillet, sur Apple Store. Très bien. Apple Store, Android, vous trouvez. On cherche quoi? Studeli, tout simplement. Studeli. Ouais. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Duplex. C'est moi qui te Tu reviens quand tu veux. Bon. Ce sera à Abidjan la prochaine fois. J'ai pas dit où, mais tu reviens quand tu veux. C'est bon. Voilà. Laisse-moi juste introduire. Ah bon, ok, pardon. J'enlève la chaîne. Salutation ou pas? Ah, on s'est oui, c'est vrai. Tu sais le truc qu'on a. Oui. Papier là. Maintenant, on prend la salutation, on check le truc. Tu peux couper déjà et tu relances la salutation. Tiens, non, tu fais l'introduction. Les 10 premiers secondes. Ouais, tu sais que c'est Ok, vas-y là. Tiens, relancer. Oui. Ok, c'est bon? Salut Duplex. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Je suis particulièrement fier de t'avoir ici à nouveau parce que c'est la 2e fois qu'on fait une interview avec toi parce que tu as été le premier à avoir osé accepter de faire une interview sur Investir au pays. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Merci Philippe pour cette opportunité. C'est bon, c'était à présenter. Ouais. Oui, donc du coup, tu avais déjà... Ouais, j'avais. Du coup, je